Bonjour, bonjour, me voilà de nouveau en direct. Je suis super contente de revenir aujourd'hui avec un nouveau sujet, le visage obscur de la perfection. Et je vois ici que Facebook, il veut quelque chose de moi, je ne sais pas exactement quoi. Comme je disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est le visage obscur de la perfection. Et je vais discuter de la perfection, je vais discuter de la performance, quelles sont les conséquences, quelles sont les sources, quelles sont les limites, quels sont les dégâts qu'elles font dans notre vie et les conséquences et comment je donne toujours des outils et des stratégies pour renverser, pour se débarrasser pour toujours de ces obstacles et vivre sa vie en paix. Et mon live d'aujourd'hui par vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines, je travaillais avec une chef d'entreprise pour un projet de coaching pour son personnel. Et on a passé un bon moment ensemble pour mettre en place des stratégies, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qu'on va faire. Et à la fin de la rencontre, elle me dit, wow, j'aime beaucoup ta manière de travailler, je veux qu'on extende notre collaboration parce que je vois que tu es dans la performance. Vous savez, quand elle m'a dit que wow, tu es dans la performance, pour moi, c'était comme, je suis dans la performance. C'était comme, elle me disait quelque chose que j'avais jamais entendu parce que pour moi, le mot performance, il n'a pas tout à fait une bonne connotation, malgré le fait que la personne, pour elle, avait une super bonne connotation. Et d'ailleurs, je me suis jamais vue dans la performance. Mais peut-être la manière de visager les choses, peut-être mon exactitude et la rigueur et toutes les confirmations que j'ai faites, toute la précision, être vraiment à temps, être à l'heure, que tout ça soit super clair. Peut-être que la clarté que je lui ai apportée dans le projet l'a fait penser que je suis dans la performance et elle a vu ce côté de moi comme la performance. Mais vous savez, je suis retournée à la maison avec cette idée, cette mot qui me tournait encore dans ma tête, tu es dans la performance, tu es dans la performance. Et je veux revenir pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe avec cette performance et cette perfection. Mais comme d'habitude, avant de commencer quoi que ce soit, de me lancer dans ce sujet, j'aimerais vous clarifier les notions avec lesquelles on travaille. Bonjour les filles, bonjour, super contente que vous êtes là. Oh, je veux clarifier un peu les notions avec lesquelles on va travailler. C'est quoi la perfection? C'est quoi la perfection et pourquoi c'est vraiment un problème? Pourquoi la perfection devrait devenir un problème dans notre vie? Parce que socialement parlant, la perfection est vue comme quelque chose de bon, quelque chose que c'est comme un grand accomplissement. Ça veut dire que tu es une personne qui va exceller dans son domaine, qui va jamais faire des erreurs. C'est une personne qui va toujours donner, pas 100%, mais 150%, 200% pour que tout soit bien, que tout soit exact, qu'il n'y a pas de faille. Donc, socialement parlant, la perfection est vue comme quelque chose de bon et quelque chose de bien. Et d'autant plus, malheureusement, la perfection est encouragée et l'absence de la perfection, elle est critiquée. OK? Maintenant, j'aimerais revenir un peu à cette notion de perfection. Comme je vous ai dit, elle est socialement bien vue. Mais il y a une grosse faille. Et je vous pose à vous la question. Est-ce que sincèrement vous pensez que l'être humain peut être parfait? Et quand je dis parfait, c'est cette image, on n'a jamais le droit de faire aucune erreur. On n'a jamais le droit de se tromper. Tous nos actes, tous nos agissements, toute notre manière de réagir et qu'est-ce qu'on fait dans le monde doivent être sans faille, sans aucune erreur. Est-ce que vous pensez réellement que c'est possible cet exploit pour l'être humain en général? Et ici, je vois des commentaires. Caroline me dit que moi, la perfection me met une pression. Amélie me dit, peux-tu m'expliquer la différence entre perfection et la performance? Oui, Amélie, je veux revenir parce que ces deux notions sont entrereliées et sont toujours quand même sont différentes. La perfection dit nous mettre une pression. Justement parce que, pour répondre moi-même à cette question, en premier, si vous êtes hanté par cette notion de perfection, moi je peux vous dire tout de suite, relaxez-vous.
La perfection n'existe pas. N'existe pas. Parce que l'être humain, il est par naissance, par définition, il est imparfait. Je ne crois pas que sur cette planète, il y a une personne qui n'a jamais fait une faute, qui n'a jamais dit quelque chose qui a blessé les autres, qui n'a jamais oublié quelque chose dans un grand projet sur lequel il avait travaillé de mois et de mois. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui ne s'est pas trompé. Pourquoi? Justement parce que la perfection n'existe pas. La perfection, c'est un standard social imposé à l'être humain. Et malheureusement, l'être humain, il est catégorisé, il est classé sur une échelle. Et si tu ne réponds pas aux exigences auxquelles on te demande de faire face, tu es déconsidéré. Et c'est ici, ça vient l'énorme pression dont Caroline me disait, la pression qu'on est sur ses épaules, sur nos épaules, justement, la pression qui vient de cette perfection, de ce besoin d'être parfait. Maintenant, je veux faire des différences, je vais faire des ramifications, une ramification. En premier, il y a une perfection qui vient de l'extérieur, ok? Et une perfection qui vient de l'intérieur. Et vous allez voir que les deux sont entrereliés. Et je vais commencer avec la perfection qui vient de l'extérieur. La perfection qui vient de l'extérieur, qui est comme exercée comme une pression de l'extérieur, elle commence pas à 30 ans quand tu es dans un emploi et tu veux le chef que ça soit, que ton chef t'impose que les choses soient parfaites. Oubliez ça. Parce que si vous subissez au travail ce type de pression reliée à la perfection, elle n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le présent. C'est juste une conséquence. Parce que cette pression de la perfection, elle a commencé bien loin dans votre enfance. Elle a commencé dans votre famille. Et comment elle a commencé dans la famille? Comment elle a commencé dans ton enfance? En premier, ça vient, les sources, je vais vous donner les sources, sont des parents super exigeants. Et je vous dis que c'est vraiment triste de le dire, mais la plupart du temps, les parents super exigeants qui imposent la perfection à leurs enfants sont eux-mêmes le sujet d'innombrables failles et d'échecs. Et comme le propre échec, c'est très difficile à les supporter parce que leurs propres échecs les ont amenés à de faibles résultats dans leur propre vie. Regardez globalement. Alors ils essayent d'imposer à leurs propres enfants tout ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Alors, ça fait comme une sorte de transmutation d'âme où les parents essayent de revivre à travers leurs enfants qu'est-ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir eux-mêmes pendant leur vie. Et c'est pour ça que la pression des parents est extrêmement puissante. Des parents qui ont échoué grandement à l'école, ils demandent en permanence à leurs enfants d'avoir des résultats extraordinaires, d'apporter juste des 95 et plus. Et si ces enfants ne répondent pas aux exigences des parents d'avoir les résultats demandés, les parents se retournent contre ces enfants avec une pression, avec la violence même, avec des insultes, avec une dénigration, avec des punitions, avec des rabaissements, avec des insultes. Pourquoi? Parce que ce type de parents ne sont pas capables de voir que c'est possible que leurs enfants échouent aussi, comme eux ils ont échoué. Et alors ils se disent, c'est comme un discours inconscient qui dit, si moi je vais faire plus de pression sur mon enfant, il va réussir qu'est-ce que moi je n'ai pas réussi. Et je vous dis, ce type de parents toxiques, parce que ce type de parents rentrent dans la catégorie des parents toxiques. Ces types de parents peuvent imposer ce type de domination de la perfection, imposent à leurs enfants le besoin d'être dans la perfection sur de très longues périodes de temps. Et le problème, c'est que l'enfant va créer une sorte de conditionnement. Soit je suis parfait, soit je ne suis rien. Parce que quand toi, comme enfant, tu arrives à la maison et tu n'as pas un 100%, qu'est-ce que tes parents attendaient de toi? Le parent toxique va te dénigrer. Et quand il va te dénigrer, l'enfant à l'intérieur va dire je perds de l'amour. Et vous savez, le besoin de base de l'enfant, plus que la nourriture, c'est l'amour.
Et l'enfant va considérer que s'il donne à son parent l'amour, il donne à son parent qu'est-ce qu'il demande, c'est perfection, l'enfant va recevoir en échange l'amour. Pour l'enfant, la notion de perfection n'existe pas. Pour l'enfant, c'est juste les exigences des parents. Et l'enfant, d'autant plus, trouve légitime cette exigence parce qu'elles sont associées au sentiment d'amour. J'amène de 100% à la maison, mes parents vont m'aimer. J'amène pas de 100% à la maison, mes parents vont pas aimer. Donc regardez comme la notion de la perfection est directement reliée pour l'enfant au sentiment d'amour, d'accomplissement et d'acceptation de la part de ses parents. Et je peux vous dire, dans le nombre incalculable de consultations que j'ai eues, à quel point les adultes qui proviennent de ce type de dysfonctionnalité, où les parents étaient super exigeants et demandaient à leur enfant d'être toujours dans une course effrénée à la perfection, ils se retrouvent à l'âge adulte brisés. Et c'est ici que va entrer en jeu le deuxième type de perfection, que c'est la perfection intérieure qui vient de soi. Et pourquoi? Et je peux vous dire que les deux sont pareils toxiques, mais la pression et la perfection qui vient de l'intérieur de toi, elle est 1000 fois plus destructrice que la perfection imposée par l'extérieur. Pourquoi? Et comment elles se forment et pourquoi elles sont reliées. En premier, ces enfants qui viennent culturel, qui viennent avec ce bagage de perfection, ou dans leur tête ou dans leur psyché, ça a créé une corrélation entre amour, acceptation et performance. Et ils vont toute leur vie se battre pour avoir ces résultats. Toute leur vie, ils vont être dans une course effrénée pour obtenir des résultats extraordinaires. Parce qu'une fois qu'ils sortent de sous tutelle de leurs parents, ils vont chercher le même type d'acceptation dans leur entourage, chez leur partenaire de vie, au travail, dans leurs amitiés. Donc, la course effrénée à la perfection, qui est d'ailleurs une course effrénée à l'acceptation et l'amour, c'est ça qui se cache derrière, ne finit jamais. Juste que, à la place que ça soit les facteurs extérieurs, cette fois sont des facteurs intérieurs. Et ces facteurs intérieurs se transforment dans ta propre voix qui te disent en permanence, tu dois être plus forte, tu dois être meilleure, tu dois être la meilleure. Et quand tu fais une erreur, parce que comme je vous ai dit, l'être humain, il est imparfait par définition, quand tu fais une erreur, quand le projet ne réussit pas comme toi tu voulais, tout de suite, la voix du punisseur, elle est extrêmement intense à l'intérieur de toi. Elle crie super fort et tout de suite, elle t'attrape. Elle te met à terre et tu commences à te dénigrer. Tu es bonne à rien. Regarde-toi à quel point tu es stupide. Regarde-toi à quel point tu sers à rien. Mais tu savais, tu aurais dû travailler fort. Mais je vous dis, quand tu entends cette voix, parce que c'est la voix du punisseur à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as peur? De quoi tu as peur? Tu n'as pas peur que le projet que tu as fait n'est pas si bon. Tu as peur du regard des autres. C'est justement ici que ça intervient, cette peur du regard des autres, parce que c'est la peur du jugement, c'est la peur que tu vas perdre leur acceptation, c'est la peur que tu ne seras pas bien vu à leurs yeux. Et de nouveau, on revient dans le même cercle où derrière toutes ces couches, toutes ces peurs, se cache la peur de ne pas être aimé. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Ce sera super intéressant de voir vos questions parce que comme ça, je pourrai mieux redirectionner mon discours et vous donner plus de stratégies. Donc, regardez comme dans la perfection, on a une influence extérieure et on a une influence intérieure. Et elles sont pareilles, nocives et destructrices. Et si dans les influences extérieures, en premier se forme la famille. Par-dessus la famille, ça vient une autre couche que c'est la société. Comme je disais au début de mon discours, de ma discussion, la perfection est vue comme quelque chose de bien, quelque chose qui fait de toi un être extraordinaire. Mais c'est juste une croyance limitante qui est transmise d'une génération à une autre et que nous, on l'apprend, que nous, on l'intègre dans notre psyché et on essaye toujours comme de petits caméléons de répondre aux exigences de l'extérieur.
Mais à quel prix, je vous demande? Quel est le prix de courir toujours après la perfection, d'essayer d'être toujours parfaite? Quel est le prix de cette perfection? Caroline me dit, à chaque fois que je me rapproche de mon objectif inconsciemment, je mets toute une œuvre pour échouer ou ralentir. Mais Caroline, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la perfection? Et dis-moi, qu'est-ce que ça signifie pour toi la perfection? Et tu me dis, quand je me rapproche de mon objectif, je mets un offre ou échouer ou ralentir. Tu vois? Donne-moi un peu, parce que je veux t'aider à défaire ces nœuds. Juste dis-moi, qu'est-ce que ça représente pour toi la perfection? Parce que de qu'est-ce que moi je vois dans ton commentaire ici, il ne s'agit pas de la perfection. Il s'agit de l'autosaboteur. Et derrière l'autosaboteur sont de nombreuses peurs. Et qu'est-ce qui se cache derrière ces nombreuses peurs? Comme toi, tu me dis, quand je mets en œuvre tout pour échouer et ralentir, c'est le sentiment de valeur, c'est le sentiment de confiance en soi, estime de soi et le sentiment de compétence. Donc, tu vois, ce sont plusieurs mécanismes qui se mettent en œuvre derrière ce type de fonctionnement. Alors, maintenant pour revenir à la perfection. Les personnes qui sont parfaitement inconscientes et qui ne réalisent pas que les blessures, c'est parce qu'elles sont des profondes blessures de l'enfance qui les font toute leur vie courir après la perfection et essayer de devenir parfait. Elles l'intègrent dans leur propre comportement, elles deviennent leur propre standard de fonctionnement. Et c'est ici que la voix intérieure du punisseur, elle va résonner chaque fois quand toi, tu n'es pas en mesure de répondre aux exigences auxquelles toi-même tu t'es imposé. Parce que je peux vous garantir, peu importe à quel point tu travailles dans un milieu compétitif, personne ne peut mettre la barre plus haut que c'est toi-même qui mets la barre très haut. Donc, tu essaies toujours de mettre un standard extrêmement élevé et quand tu n'arrives pas à atteindre ton objectif, ton standard tellement élevé, tout de suite le punisseur intervient. Mais maintenant, si on regarde pourquoi la souffrance dans ce sentiment, pourquoi moi je disais le visage obscur de la perfection? Parce que même si dans la société, la perfection, elle est bien vue, la perfection vient avec un énorme bagage de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en premier, elle est directement reliée à la honte. Qu'est-ce que moi je disais? Tu ne veux pas perdre la face devant les autres. Tu ne veux pas perdre leur amour. Tu ne veux pas perdre leur considération. Tu ne veux pas être mal vu. Tu ne veux pas être dénigré. Et derrière tout ça, tu ne veux pas perdre leur amour. Donc, elle est directement reliée à la honte. Tu as honte de qu'est-ce que tu as fait. Parce que même la honte, derrière la honte se cachent tous ces mécanismes dont je vous ai dit. Peur de perdre l'amour, peur de ne pas être reconnu, peur d'être rejeté. Okay? C'est pour ça qu'elle est souffrante parce que dès que tu fais une erreur, tu n'es pas au niveau à lequel toi tu t'attends. C'est toi-même, c'est ton propre niveau. Tu n'es pas à ce niveau. Tout de suite, tu vas plonger directement au pic dans la honte. Et dans la honte, on a des réactions physiques extrêmement puissantes. C'est pour ça que c'est souffrante. La perfection est extrêmement souffrante. C'est pour ça que moi, je parlais du visage obscur, du visage sombre de la perfection. Et par la suite, derrière la perfection, une personne qui toute sa vie essaye d'atteindre la perfection et souffre parce qu'elle n'est pas parfaite, c'est une personne qui a une très faible estime de soi. C'est une personne qui a une très faible confiance en soi. C'est une personne extrêmement blessée et qui a développé l'arbre de peurs artificielles. Comme moi je disais, toutes les peurs artificielles qui sont déviées, qui sont dégénérées, mais que nous on le prend comme vrai. Euh, Sandy me dit, le dénigrement de mon enfance et cet amour conditionnel m'ont fait que je suis exigeante avec moi-même, mais vis-à-vis des autres, au regard des autres. Exactement, Sandy, qu'est-ce que moi je disais? Cette voix de ton enfance qui te demande d'être meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. Tu amènes 100%, tu vas avoir la récompense. Tu amènes ton 100%, on va aller au cinéma. Tu amènes ton 300%, je veux te sortir, je ne sais pas où, je veux t'acheter du linge. C'est toujours un amour conditionnel. C'est exactement, tu le dis très bien. La perfection est le résultat d'un amour conditionnellement généré par des parents toxiques
Et à ce moment-là, toute la psyché de l'enfant et le monde émotionnel va être brisé, va être perturbé et va être bousculé pour le reste de sa vie. Je vous dis quelque chose, les blessures de l'âme que nous on développe pendant notre enfance sont des blessures que si on ne fait pas des efforts conscients pour les guérir, elles nous hantent toute notre vie. Elles nous hantent toute notre vie. Parce que j'ai des clients de 75 ans, des clients de 75 ans qui me racontent encore et qui se rappellent extrêmement clairement, émotionnel parlant, les souffrances que sa mère lui a infligées quand elle avait 5 ans. J'avais une cliente qui me racontait, je me rappelle, j'avais 6 ans, j'avais cassé un verre et ma mère m'a enfermée pendant 3 jours dans ma maison, dans ma chambre, sans me donner rien à manger. Et la nuit, mon frère, vraiment, effectivement, barrait la porte. Mon frère ouvrait la porte et je me ici dans la cuisine, arrivé dans la cuisine et j'ai trouvé des petits cubes de sucre et je les avais volés et je les mangeais dans ma chambre en cachette sans que ma mère sache. Parce qu'elle avait caché toute la nourriture dans la maison, plus que ma porte de ma chambre était barrée. Elle avait 75, cette femme, et elle n'avait jamais réussi à guérir les blessures que sa mère lui avait infligées. Elle me dit d'autant plus, elle voulait que je sois parfaite. Justement, c'est pour ça que je vous donne cet exemple. Donc, regardez, elle n'avait même pas le droit à un enfant de 6 ans de casser un verre. Et la punition qu'elle avait reçue, cet enfant, était démesurée par rapport à son acte, mais parce que, aux yeux de sa mère, l'enfant n'avait pas le droit de faire ce type d'erreur. Et je vous dis, elle vivait comme la mère. Sa mère était morte depuis longtemps, mais sa mère n'était pas morte à l'intérieur d'elle. Sa mère n'était pas morte à l'intérieur de son âme et de son esprit, parce qu'elle entendait en permanence la voix de la mère qui lui disait: tu dois être la meilleure, tu dois être l'excellent, je ne veux pas que le voisin se moque de moi, tu n'as pas le droit d'avoir de 90, tu as juste de 100%. Je peux vous dire que cette femme, elle a vécu toute sa vie hantée par cette voix, hein, et la pression qu'elle s'exerçait toute sa vie sur elle, et les demandes qu'elle s'était imposées envers elle-même étaient tellement affolantes que ça produisait à l'intérieur d'elle une souffrance inimaginable, indescriptible et pour elle inguérissable. Pourquoi inguérissable? Parce qu'elle n'était pas consciente, elle ne savait pas que ce type de souffrance, oui, nous a été infligé par des parents inconscients et souffrants, toxiques, mais ce type de souffrance peut être guéri. Donc, si vous vivez ce type de situation, je peux vous dire que des solutions existent. On peut guérir de ce type de blessures atroces qu'on nous a infligées. Et d'autant plus, je peux vous dire qu'on peut guérir de la perfection. Maintenant, pour revenir à notre différence entre perfection et performance, pour vous faire cette petite différence. Vous savez, la personne avec qui j'avais travaillé, elle m'avait dit: Genestra, j'aime travailler avec toi parce que tu es dans la performance. Donc, inconsciemment, la personne, elle me poussait vers la perfection. Elle voulait de moi que moi, je me lance à 2500%, que je donne plus que j'avais pour que tout soit parfait. Et elle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu que moi, j'étais précise, claire dans qu'est-ce que je faisais. Et en le disant, elle voulait me pousser pour aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais je vous dis, la perfection, c'est quelque chose, comme je vous ai dit, il est poussé de l'extérieur. Mais quand toi, tu fais un travail conscient sur toi et tu réalises que c'est une pression de l'extérieur, tu as le choix de dire stop. Je ne n'accepte pas la pression que toi, tu me mets. Et pour moi, personnellement, qu'est-ce qu'elle disait? Que je suis dans la performance. Ce type d'exactitude, ce type de précision, ce type de clarté, moi je lui dis pas tellement performance, comme moi je lui dis de clarté, est né à l'intérieur de moi, justement par le travail de coaching que j'ai fait et justement par le fait que j'ai constaté que l'être humain sont un énorme, énorme besoin de l'être humain, c'est le besoin de sécurité, de se sentir sécurité, de le sécuriser. C'est pour ça que dans tous mes rendez-vous, moi je planifie les rendez-vous, je confirme les rendez-vous, je reconfirme les rendez-vous. Toutes mes interventions sont extrêmement claires. Pourquoi? Parce que je travaille avec des personnes qui viennent déjà d'un background extrêmement souffrant, où elles vivent beaucoup, beaucoup d'incertitudes, souffrances, manque de confiance, estime de soi, manque d'amour de soi. Et ils ont besoin
d'être sécurisés. Ils ont besoin d'être sécurisés. Et les petites attentions que je fais, de vraiment être à l'heure, vraiment planifier correctement, ça les sécurise. Et au fil du temps, parce que ça fait quand même 6 ans que je travaille de cette forme, c'est devenu, c'est intégré en moi. Et je veux que toujours, que les choses que je fais, ça soit extrêmement clair. Et la personne qu'elle avait vue, elle l'avait vu comme la performance, pendant que pour moi, c'était juste un besoin de sécuriser ceux qui travaillent avec moi et de leur donner beaucoup de clarté. La performance, oui, ça peut être très bien la cousine de la perfection. La perfection, ça peut être relié, mais c'est nous à ce moment qu'on peut avoir le choix de l'accepter ou non. Dans mon cas, moi, je n'accepte pas que quelqu'un me pousse dans la perfection parce que je suis parfaitement consciente que la perfection n'existe pas. Et je ne veux pas donner plus que j'ai parce que je suis plus à la recherche, tout le discours que je vous ai fait jusqu'à maintenant, je ne suis plus à la recherche de reconnaissance des autres. J'ai plus de besoin d'être reconnu, d'être aimé, d'être accepté. Pourquoi? Parce que par moi-même, je suis consciente de ma propre valeur. Et quelle est la différence entre perfection et, euh, et performance? Dans la performance, on essaye d'être toujours meilleur et meilleur et meilleur et meilleur. C'est comme on accepte dans la performance, on accepte qu'on a des failles, on accepte on accepte qu'on a des choses à travailler et on essaie de se pousser toujours plus loin, plus loin, plus loin pour atteindre un certain objectif. Pendant que dans la perfection, on n'accepte pas nos failles, on n'accepte pas nos erreurs, on ne se donne pas le droit à l'erreur. Et c'est ici qu'intervient la voix du punisseur, extrêmement agressive dans notre tête, extrêmement méchante dans notre tête et qui nous met à terre. C'est ça finalement la différence entre la performance et la perfection. Donc dans la performance, on essaye toujours d'atteindre un objectif toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et on se donne le droit de faire des erreurs. Et je peux vous dire que, dépendamment de la structure de chaque personne, même dans la performance, la voix du punisseur peut venir. La voix du punisseur peut venir. Mais elle n'est pas tellement puissante comme celle dans la performance, dans la perfection. Parce que tu dis oui, je peux aller plus vite, je peux faire mieux, je peux faire. Ça veut dire que si tu dis je peux faire mieux, tu as accepté déjà que tu as fait une erreur. Pendant que dans la perfection, tu n'acceptes pas ton erreur. Et c'est extrêmement, extrêmement souffrant. Et tu te punis et tu te détruis. Et ça, c'est le auto-sabotage, c'est la auto-dénigration et la auto-destruction. C'est pour ça que moi, je vous dis le visage sombre de la perfection. Malgré le fait que socialement, elle est très bien vue, toute la performance comme la perfection sont très bien vues, elles sont destructives, sont deux éléments qu'on nous a été imposés, qui nous a été inculqués, qu'on les a hérités d'un peuple de partout, qu'on les transformait nôtres, mais sont nos deux grandes sources de souffrance si on continue à rester dans ce mode de fonctionnement inconscient, si on ne se rend pas compte que, en premier, la perfection n'existe pas et que la voix du punisseur, c'est une voix que nous-mêmes, on l'a créée à l'intérieur de nous et que cette voix, on peut la désactiver. Sandy me dit, c'est pareil à la maison vis-à-vis de mes enfants et leur papa, c'était difficile de vivre. Exactement, Sandy. Et je te dis, quand toi, tu as hérité de tes parents ce type de fonctionnement dans la perfection et tu n'as pas le droit à l'erreur, il devient tellement ton propre mode de fonctionnement que tu ne connais pas un autre mode de fonctionnement et tu l'imposes à tes enfants. Et c'est ici des énormes conflits entre toi et les enfants et les maris parce qu'elle dit, je suis fatiguée, elle me demande tellement de choses de moi, c'est jamais bien tout ce que je fais et c'est des énormes conflits. Et d'ailleurs, un type de parent comme ça détruit la psyché, détruit l'âme de l'enfant. Caroline me dit, mon père avait voulu qu'après le bac, je fasse huissier comme métier, alors que moi, je voulais faire médecin. Alors j'ai volontairement raté mon bac car je n'avais pas le droit de choisir. Tu vois, Caroline, c'est justement ici, c'était une confrontation entre la voix de ton âme et les exigences de ton père. Et c'était ta manière. Tu vois, on fait le autosabotage. C'était pas pour aller dans la perfection. Le autosabotage, c'était comme ta porte de sortie. C'était en fait ton âme qui t'avait demandé non, non, non. Tu le savais inconsciemment, intuitivement. Tu le savais à l'intérieur de toi
que si tu continues sur ce chemin, tu vas être brisé, tu vas être détruite. Mais de l'autre côté, je suis certain que ton père était une figure autoritaire. Caroline, confirme-moi, ton père était une figure autoritaire qui t'avait imposé toutes sortes de normes qui sont reliées à la perfection et tu devais répondre à son image. Et ta seule manière d'affronter, tu vois, tu n'avais même pas la capacité de l'affronter directement, dire non, je ne veux pas. Tu as pris un détour, donc tu as volontairement raté ton bac, tu vois, tu l'as volontairement, donc tu as essayé, et je te dis quelque chose, tu n'étais pas saboté toi, tu as saboté ton père, mais c'était ta seule manière de t'échapper à son autorité, parce que toi, tu n'avais pas le courage de l'affronter face en face, parce qu'il était tellement autoritaire, et oui, tu vois, c'est exactement, Caroline, qu'est-ce que moi je te dis, c'est la figure dans laquelle tu n'as pas ton mot à dire. Alors, ta seule manière de t'échapper, c'était d'auto-saboter, mais tu n'as pas auto-saboté quelque chose que toi, tu voulais, tu vois. Donc, je veux que tu fasses la différence et c'est très important parce que je veux que tu sors de cette idée. Je ne suis pas capable d'arriver à mon objectif. Je suis en train de me auto-saboter parce que ça, c'est une conception vraiment erronée sur ton propre agissement. Pour toi, cet auto-sabotage, ce n'était pas auto-sabotage par rapport à quelque chose que toi, tu aimes. C'était une manière de t'échapper à quelque chose que tu ne voulais pas et qui a été imposé de l'extérieur. C'était un moyen infantile parce que je suis certaine ton enfant intérieur crie à l'intérieur de toi parce que je suis certaine que même maintenant comme adulte, tu n'arrives pas à t'imposer à mettre ton pied devant ton père et tu utilises toutes sortes de subterfuges pour éviter certaines situations déplaisantes, tu vois. Tu vois, donc je veux que tu sors tout de suite, que tu effaces, et qu'est-ce que tu, parce que ça te poursuit, j'ai le sentiment, je le sens vibrationnel en toi, que ça te poursuit comme un échec, comme un échec. Mais ce n'est pas un échec, croyez-moi, c'est une porte de sortie pour te sauver. Et c'est correct, c'est l'instinct de survie, je peux vous dire, il ne faut pas avoir honte de survivre, hein. Il ne faut pas avoir honte de se auto-saboter pour survivre, hein, parce que tu n'as pas saboté quelque chose que toi tu voulais, mais quelque chose que ton père voulait. Donc c'était ta manière de réagir. Alors ne prends pas sur toi cette culpabilité parce qu'elle ne t'appartient pas. C'était juste tout simplement une manière instinctuelle de survie, de survie. Carole me dit, mais du coup, dans ma carrière professionnelle, ça me poursuit dès que j'en parle de hiérarchie. Oui, absolument, Caroline, il faut guérir ça parce que ce sont des mécanismes Je te dis quelque chose, tu sais, c'est comme un chien que depuis qu'il est bébé, tu l'as dressé. Fais ci, saute sur deux pieds, tu lui donnes toujours le bonbon, tu lui demandes encore et encore et encore. Tu vois, le chien, même quand il va être libre, par exemple, je parlais d'un chien de cirque, obligé à faire toujours des culbutes et tout ça, mais même quand il sera plus dans un cirque, il va réagir comme par réflexe. Il va faire les mêmes choses, même si personne lui demande. Donc, ça s'appelle des conditionnements neuromentaux. Tu vois, on t'a conditionné, plus tout ce bagage de culpabilité, ce besoin d'être parfait. Donc vraiment, ce sont des mécanismes destructeurs qui fonctionnent à l'intérieur de toi et qui te gardent dans cette position. Et je te dis, c'est hyper toxique. Il faut les guérir. Et comment tu vas les guérir? En les désactivant. Tu dois prendre conscience. Au premier lieu, il faut savoir quel est le mécanisme pour le désactiver. Et je peux vous dire, justement, euh, avant le live, j'avais une entrevue avec une de mes clientes dans le programme de coaching et elle m'a dit, Nestra, avant que je te rencontre, je pensais qu'il n'y a plus d'espoir. Et j'avais peur que quand toi tu vas en parler, tu vas dire, ben, tant pis pour toi, il n'y a plus rien à faire. Et après avoir parlé avec toi, tu m'as dit, oui, il y a de l'espoir. Et j'étais tellement contente. Et vous savez, justement, c'est ça le message que moi je vous le transmettre aujourd'hui. Peu importe les conditionnements neuromentaux, peu importe qu'on vous a obligé à les former pendant votre enfance, peu importe les blessures que vous gardez à l'intérieur de vous, c'est possible de les guérir par un travail conscient. Donc, Caroline, tu peux sortir de ce mécanisme. Il faut juste savoir quel est le mécanisme pour le désactiver, ok? Parce qu'il y a toujours, je vous dis, sur tout problème sur cette planète, a une solution. Sandy me dit, c'est tellement vrai cette porte de sortie. Oui, absolument, c'est ça que ça se passe. Ici, j'ai Elisangela me dit, oui, la vie me parle
Oui, la survie me parle car ne voulait pas ce plaisir, mais sur un autosabotage afin de vivre autrement. Exactement, je vous dis, la plupart du temps, les autosabotages vient quand tu veux inconsciemment sortir de quelque chose que tu ne veux pas. C'est pour ça que c'est l'autosabotage, parce que tu ne veux pas. Par exemple, je vous dis quelque chose, la procrastination, tout simple. La procrastination, c'est un mécanisme d'autosabotage. Pourquoi? Parce qu'on a créé une connexion neuromentale négative entre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est tout simple. Je n'aime pas faire mes devoirs, comme mon fils. Je ne veux pas qu'il m'entende, mais c'est vrai. J'aime pas mes devoirs. Il m'a dit, j'aime pas, j'aime l'école, mais je déteste les devoirs. Mais je dis, ça fait partie. Non, je déteste les devoirs. Ok, donc il a créé un neuroconditionnement mental négatif entre école et devoir. Tu vois, c'est la même chose qui ça se passe. Donc, euh, je dois faire quelque chose et parce que je l'aime pas, je traîne toujours. Ah, encore 5 minutes. Ah, demain, après-demain, après-demain. Parce que moi, j'avais beaucoup de clientes, ça me revient vraiment ce problème, qui doivent déposer leurs papiers administratifs, par exemple pour les impôts ou des choses comme ça, et les traîner, traîner, traîner le temps qu'ils étaient en retard. Ah, je procrastine, je suis bonne à rien. Non, 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 tu es pas que tu es bonne à rien, que tu procrastines parce que tu es bonne à rien. Tu procrastines parce que c'est quelque chose qui sort de ta zone de confort, quelque chose pour laquelle tu n'es pas habile, tu n'es pas super bonne et tu considères que ça dépasse ta capacité et c'est pour ça que tu as créé une connexion neuromentale négative entre qu'est-ce que tu dois faire et cette activité. Donc c'est vraiment un lien direct et tu ne veux pas continuer sur ce chemin. On m'a dit, mon premier et seul tatouage, c'est le symbole de la perfection fait à l'âge de 18 ans. Oui, je te dis, mais euh, ça dépend, tu vois, par la suite, la perfection. Il y a plusieurs visages qu'elle peut prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la perfection? Et maintenant, j'arrive à cette partie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de la perfection? Donc, pour faire une petite rétroaction, petite révision sur qu'est-ce que je dis, la perfection, elle a deux sources. Elle vient de l'extérieur, qu'elle commence en premier pendant notre enfance. Elle vient par la suite être consolidée par la société parce que socialement, elle est bien vue. Elle est bien vue. Tu dois être dans la performance. Plus tu vas être dans la performance, plus tu vas avoir des médailles, plus tu vas être bien vu, plus tu vas être apprécié et plus tu vas être avancé dans tes emplois. Euh, mais les personnes qui sont dans la performance sont des personnes qui souffrent énormément parce que maintenant ça intervient le mécanisme intérieur où c'est la voix de l'autopunisseur où tu dis je dois être meilleur, pourquoi je ne suis pas meilleur et tu t'exerces, c'est toi-même maintenant qui te met une énorme pression sur toi et c'est pour ça que c'est le visage sombre de la perfection parce que ça nous fait souffrir atrocement. Et les personnes qui sont dans la performance, qui sont dans la perfection, sont des personnes qui ont une faible estime de soi, confiance en soi, amour de soi, estime de soi. Et elles essayent toujours de rattraper toute cette dimension par les accomplissements extérieurs. Et la perte, en fait, la perfection est directement reliée à la honte. Et maintenant, je veux revenir au mécanisme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir, effectivement, pour sortir de la perfection? En premier, il faut avoir bien, bien clair, et tu dois te le répéter 2500 fois par jour, que tu es déjà parfaite telle que tu es, avec toutes tes imperfections. Tu es parfaite avec tes forces et tes faiblesses. Parce que les faiblesses font partie de toi, toutes comme tes forces. Et personne sur cette planète peut avoir juste des forces. Absolument, on a juste des faiblesses. Et c'est pour ça que les humains vivent en communauté, parce que ma faiblesse va être la force de quelqu'un d'autre. Et ma force va être la faiblesse de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on travaille, c'est le travail d'équipe d'ailleurs, c'est l'esprit du travail d'équipe. Qu'est-ce que moi je ne peux pas faire, c'est l'autre qui va faire. Et notre travail va être, le travail va être parfait, mais pas les humains vont être parfaits. Parce que plusieurs forces mises ensemble, ils vont faire en sorte qu'un travail soit bien fait. Et j'aime pas vraiment utiliser le mot parfait. OK? Donc, il faut que tu t'acceptes et que tu te le dises 2500 fois par jour. Je suis parfaite telle que je suis. Que je suis petite, que je suis grosse, que j'ai les gros yeux, que j'ai le gros nez, que j'ai 250 kilos de plus, que je suis trop mince ou que je fais juste un projet à moitié. Peu importe comme tu es parfaite. Et tu as des faiblesses et tu as des forces. J'aime pas utiliser le mot j'ai des défauts parce que les êtres humains sont pas des objets pour avoir des défauts.
On a des faiblesses, on a des forces et on a des faiblesses. Et c'est ça que vous devez toujours vous répéter. La deuxième stratégie, chaque fois qu'on vous tombez dans ce syndrome de la perfection, vous devez réviser un peu quels sont les standards à lesquels vous aspirez. Quelle est la barre, où vous avez placé la barre, ok? Peut-être que la hauteur est trop haute pour toi et tu dois la descendre. Et je te dis quelque chose, personne ne peut descendre la barre sauf toi-même. Et peut-être que c'est pas obligatoire que tu sois à la même hauteur que tout le monde. Chacun doit avoir sa propre vérité, son propre niveau. Et quel est l'objectif dans cette histoire? Que tu fasses ton mieux, que tu fasses de ton mieux. Tu fais qu'est-ce que tu peux, pas plus que tu fais. Et quand tu le fais, que tu ne te sens pas coupable, tu dis j'ai fait de mon mieux. Et si tu peux dire oui, j'ai fait de mon mieux, et même si j'ai pas réussi, j'ai fait de mon mieux. Si tu as la conscience en paix, c'est parfait. Mais pour avoir la conscience en paix, en premier, tu dois accepter qui tu es. Tu dois accepter tes limites, tu dois accepter tes forces et tes faiblesses. Et jamais, jamais, au grand jamais, ne pas te punir pour qu'est-ce que tu n'es pas capable de faire. Et je vous dis quelque chose, l'être humain, il est perfectible. Si aujourd'hui je ne peux pas faire ça, ça ne veut pas dire que pour le reste de ma vie, je ne suis pas capable de le faire. Ça veut dire que demain, je pourrai le faire, ou peut-être après-demain. Ça veut dire que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre, on peut toujours avancer. Et quand tu gardes dans ton esprit cette idée, je peux toujours m'améliorer, je peux toujours avancer, je peux toujours apprendre, tout de suite l'idée de la perfection disparaît. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas, elle est une fausse image qui nous a été imposée et qui nous fait souffrir. Et pourquoi, je vous pose la question, pourquoi on devrait garder à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait souffrir? Pourquoi? Euh, Elisabeth, dans mon cas, c'est la condition pour avoir l'amour de ma mère dans mon esprit. Exactement. Qu'est-ce que moi je vous disais? C'est l'amour conditionnel qui nous pousse vers la perfection et la performance. Parce que je te donne l'amour si, si et si. Sandy me dit oui, on s'en sort. Ça se travaille. Il faut reprendre confiance en soi et se détacher des personnes toxiques. Absolument, Sandy. C'est ça la bonne stratégie. Et Caroline me dit comment expliquer qu'à chaque fois qu'on me dit que je suis parfaite ou que je suis unique et qu'on me veut pour boulot ou dans la sphère privée, je me mets à fuir. Pourquoi? Parce que tu sais, Caroline, pourquoi? Parce qu'on t'a tellement dit intérieurement, tu ne te sens pas que c'est vrai. Tu sens que c'est pas vrai. Tu sens que tu n'es pas parfaite. Tu sens que tu ne mérites pas les mots qu'ils te disent. Tu sens que tu es un imposteur. Et cet imposteur te fait fuir. Est-ce que ça te parle? Parce que quand par exemple, je vous dis, moi, je reçois d'innombrables commentaires. Ils me disent, ouais, Genestra, tu es extraordinaire, tu es une super belle âme, tu dégages tellement d'amour, tu es une super bonne personne. Moi, j'accepte ça parce que je sais que c'est vrai. Ça ne me fait pas fuir. Si je ne me sens pas un imposteur, je ne me sens pas que je trompe quelqu'un. Et les affirmations, c'est juste ce que les autres perçoivent de moi, que c'est vrai. Et moi, j'ai cette conscience de ma propre valeur et les autres le voient. Oui, je suis personne remplie d'amour, de compréhension et de bonté. Et je le rayonne, ok? Et je l'accepte. Je ne me sens pas comme un imposteur. Mais si par exemple, je me sentirais comme un imposteur, quand quelqu'un me fait ah, Genestra, tu es une belle femme. Ah non, c'est pas vrai, arrête de me dire ça. Ah non, je vais pas de photo. Ah non, je prends pas de photo. Mais quand quelqu'un dit, je on va prendre une photo. Ah oui, oui, ça fait plaisir. Tu vois? Parce que je ne me sens pas un imposteur. Dis-moi, Caroline, est-ce que les sentiments d'imposteur te viennent? Parce que tu dis, comment expliquer que chaque fois qu'on me dit que je suis parfaite, parce qu'en premier, tu le sais bien inconsciemment que la perfection n'existe pas. C'est une exigence qui vient de l'extérieur. Ce besoin de perfection, c'est une exigence qui vient de l'extérieur. Et c'est une pression de l'extérieur. Et tu ne veux plus être parfaite. Tu ne veux plus subir cette pression de l'extérieur. Tu vois, c'est exactement ce que je disais. Tu ne veux plus accepter des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu ne veux plus accepter les projections des autres qui font sur toi. Tu ne veux plus être la petite fille parfaite. Tu veux enfin te découvrir et dire oui, j'ai le droit d'être imparfaite et j'ai le droit de m'aimer, de m'accepter imparfaite comme je suis. Je ne veux plus répondre à votre image. C'est ça le mécanisme
qui se cache derrière tout ça, Caroline. Amélie me dit, moi aussi, ça me parle. Merci pour ce partage. Oui, c'est ça que ça se passe. Donc, je vous dis, notre cerveau, le cerveau de l'être humain, il n'est pas construit pour te rendre heureux. Il n'est pas construit pour te rendre plus riche. Notre cerveau, il est construit pour te protéger. Ça, c'est la principale et la plus grande fonction de notre cerveau. C'est pour ça que quand nous, inconsciemment, on le sent, nous sommes comme des... Vous savez, quand les animaux sentent les vibrations de la terre pour un tremblement, nous aussi, on sent quand de l'extérieur vient quelque chose qui nous fait mal. Alors tout de suite, notre cerveau va se mettre en mouvement et il va trouver des stratégies pour nous pousser dans une direction pour échapper à la souffrance et pour nous protéger. Et alors, oui, ça peut prendre des manières tellement déformées, des manières tellement contournées, des manières tellement incapables de comprendre d'où ça vient tout ça, mais en fait, ce sont juste des mécanismes de protection de notre cerveau. Oui, ça peut prendre la forme de la fuite, autosabotage, la dénigration de soi, ou le refus d'accepter des postes importants. Parce que j'avais une cliente, elle devait être avancée dans une compagnie de multimillions de dollars. Elle devait avancer, être directrice, super top. Et quand ils m'ont proposé le poste, j'avais l'impression que je vais m'évanouir. Et je dis tout de suite non. Parce que je sentais que je ne suis pas en mesure d'assurer ce poste et que ce poste va me détruire intérieurement. C'est la fuite. Donc regardez qu'en quelques secondes, son cerveau l'a protégée et elle a dit non. Parce qu'elle savait que de l'extérieur, ça va être plus de pression pour elle, plus de choses qu'elle ne pourrait pas assurer et que finalement, elle va tomber en burn-out, dépression, je ne sais pas quoi. Donc regardez comme notre cerveau, il est fait pour nous protéger, Caroline. Et je te dis, euh, nous sommes des êtres humains. Et c'est correct d'être imparfait. C'est correct de fuir. C'est correct de se protéger. C'est correct de dire non. Et c'est correct de vouloir être soi. C'est correct de vouloir vivre selon tes règles et selon tes normes et selon tes désirs et aspirations. Si tu ne veux plus le grand emploi, c'est correct de vivre de vendre des panneurs. Et si tu veux vivre dans le bois, dans une tente, c'est correct. C'est ça qui te rend heureuse. Et vouloir accomplir qu'est-ce que c'est beau et c'est bon dans ton âme, ce n'est pas une honte. Donne-toi le droit. Donnez-vous le droit et écoutez-vous. Sortez de cet emprisonnement social de la perfection. Parce que je vous dis quelque chose, c'est juste les personnes complètement inconscientes, irrationnelles et super blessées qui peuvent imposer aux autres d'être parfaits. Une personne qui est stable émotionnelle, qui est équilibrée émotionnelle, et surtout un bon leader, parce que la pression vient beaucoup, beaucoup au travail, va jamais imposer et punir ses subordonnés pour la punition. Elle va encourager les qualités humaines, va essayer d'établir des contacts humains signifiants, parce que je vous dis quelque chose. Vous savez quand vient la vraie perfection? Et quand tu vas donner 2500, pas 100%, quand tu le fais par amour. Quand tu fais quelque chose par amour et quand la personne qui te le demande croit en toi et t'encourage et à côté de toi quand tu es au plus bas de ta vie, et quand cette personne te montre la beauté et la bonté qui est en toi, des choses que tu ne vois plus. Et quand cette personne te regarde avec des yeux d'amour et te dit je crois que tu peux dépasser cet obstacle, je te fais confiance, je crois en toi, croyez-moi, c'est ça la vraie performance. C'est ça la vraie perfection dans laquelle on devrait vivre tous. Poussés et stimulés par l'amour. Parce que quand on va échouer, personne ne va être là pour nous juger. Quand on va faire quelque chose qui ne va pas répondre totalement aux exigences, la personne qui nous a encouragés va dire je comprends et je t'accueille et je sais que tu as réussi d'aller jusque-là. Tu vas aller plus haut, je te fais confiance. Et croyez-moi, si tu es entouré par des personnes qui te parlent comme ça, qui te regardent comme ça, qui t'encouragent comme ça, personne va avoir besoin de sortir le gros fouet pour te dire tu as besoin, tu dois être parfaite. Tu vas essayer, toi, de dépasser toutes les attentes. Et tu vas le faire dans la joie, et tu vas le faire dans l'amour,
Et tu le vas faire dans le sentiment d'accomplissement et de valeur de ta propre personne. C'est ça que tu vas faire. Chaque mot et message résonne en moi comme un écho. Merci, merci beaucoup de m'écouter. Merci. Et j'espère que ce petit message d'aujourd'hui sur la perfection, c'est notre discours sur la perfection, vous a ouvert les yeux. Et si vous souffrez de cette atroce maladie inventée par les autres, je vous dis que c'est possible de guérir. C'est possible de guérir. Et je vous dis, qu'est-ce que les autres voient en moi, la personne qui voyait en moi la performance, ça vient d'un énorme, énorme sentiment d'amour. Effectivement, d'amour. Et le besoin de faire une chose bien pour être au service des autres. Pas pour mon propre bénéfice, pour paraître plus intéressante, pour paraître plus grandiose, pour paraître, je ne sais pas comment, plus capable, parce que je n'ai pas besoin de cette reconnaissance extérieure, parce que je sais que ma propre valeur vient de l'intérieur. Et j'ai eu dans ma vie des périodes quand j'étais au plus bas, vous ne pouvez même pas imaginer, j'avais même pas la force de prendre ma douche, j'étais tellement bas, dans la dépression, incapable de manger, et je perdais moitié kilo, comme 500 grammes par jour, je perdais en poids, j'étais presque comme un squelette, et j'étais détruite. Et pareil, la voix à l'intérieur de moi me disait, Nestra, tu es capable, tu peux aller plus loin de ce que tu penses, tu es capable de sortir de cet état. Et c'est pour ça que je sais que ma valeur se trouve à l'intérieur de moi. Et quand quelqu'un de l'extérieur, peu importe ce qu'il dit la personne de l'extérieur, même si c'est quelque chose de méchant, ça ne me touche pas. Parce que je sais que cette personne, elle est blessée. Si quelqu'un me demande la performance, moi, j'ai le choix de dire non. Je fais dans mes conditions, je fais dans mon terme. Et surtout, le moteur de ma performance, c'est toujours l'amour et le don de soi. Et comment je peux mieux servir les autres. Et comment je peux mieux aider les autres. Et c'est ça mon plus grand cadeau.